T, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, exceptionnellement, je passe de l'autre côté du micro pour une interview avec Muriel Favarger-Ripper afin de vous expliquer mon histoire, vous présenter Digitalia et vous parler des défis et enjeux que j'ai rencontrés lors du lancement de mes activités en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir de nouveau en ce mercredi 11 janvier 2023. On débute bien l'année en force dans mon petit studio numérique avec aujourd'hui notre invitée Ophélie Cadoret qui est fondatrice de Digitalia. Merci Ophélie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour Muriel, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ta chaîne YouTube pour témoigner et partager mon histoire. Absolument. Alors, dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu as, quel est ton parcours, donc le type d'études et puis comment tu es venue à l'entrepreneuriat. Alors déjà, pour la petite histoire, normalement, j'ai plutôt l'habitude d'être de ton côté. Oui. Je suis plutôt la personne qui interroge en fait les gens autour de moi. Donc, bon exercice pour moi de passer de l'autre côté du micro. Merci encore. Je m'appelle Ophélie Cadoret, comme tu l'as déjà mentionné. Je suis franco-suisse espagnole. J'ai 30 ans. Et je suis passionnée de course à pied, donc ça c'est la partie, on va dire, plus personnelle. Et sinon, en fait, depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je sais que ma vocation est le marketing. Mhm. Donc, en fait, j'ai rencontré une amie de ma sœur à ce moment-là qui m'a parlé de son métier, elle travaillait en marketing. Et je sais pas, j'ai eu une révélation à ce moment-là. Et j'ai donc fait tous mes choix académiques et professionnels en fonction. Et j'ai décidé de faire un master à HEC Lausanne en management, Mhm. spécialisé en marketing. Mhm. Avant de travailler au sein de multinationales comme Firmenich, Caterpillar et Crédit Suisse. Mais j'ai toujours continué de me former en parallèle de ces expériences professionnelles parce que moi, mon but, c'était vraiment de me spécialiser en marketing digital. Et le master que j'ai fait, c'était spécialisé en marketing. Donc, il me manquait quand même la dimension digitale selon moi. Et finalement, j'ai décidé de quitter Caterpillar pour rejoindre une startup en tant que marketing manager. Mhm. Malheureusement, c'est tombé pendant le Covid, donc ça s'est pas très bien passé pour cette startup. Ouais. J'ai finalement décidé de quitter cette startup pour vraiment me lancer à mon compte et créer Digitalia. Et donc Digitalia, juste pour la petite histoire, c'est la combinaison de digital pour le marketing digital et d'Ophélia, donc mon prénom en Oui. espagnol tout simplement. Et je propose l'ABCD du marketing digital. En fait, c'est marrant parce que je vois dans les résultats de recherche que les gens essayent de comprendre si l'ABCD est une méthode marketing scientifiquement démontrée, mais non, c'est pas le cas. Et en fait, A, c'est pour le analytics, donc Ouais. l'analyse des données qui est quand même de plus en plus importante dans le domaine du marketing digital. Bien sûr. B pour le branding, donc gestion de l'image de marque d'une entreprise, d'un projet ou d'une association. C'est communication, donc création de contenu, audiovisuel, community management ou autre. Et D, ça pourrait être le design, mais je ne suis pas designer. Donc, en fait, c'est design thinking et c'est une méthodologie d'innovation que j'ai eu la chance d'apprendre chez Firmenich grâce à mon manager et aussi à un autre coach. Donc, dédicace à eux, merci beaucoup. Merci à Laurent et Michel, en fait, à qui je pense en particulier. Oui. Et, et donc, tu as créé Digitalia en quelle année maintenant? Alors, j'ai quitté la startup en novembre 2020 et j'ai eu ma Mhm. première cliente en décembre 2020. Ouais. Donc, ça s'est super bien emboîté. J'ai vraiment eu de la chance. Bravo. Ouais. Surtout que, en fait, quand j'ai quitté, c'était plus, je voyais voilà que cette startup décollait pas et que je me battais pour un projet qui n'était pas le mien, en fait. Et donc, en fait, j'ai démissionné, mais j'avais pas de plan, hein. Enfin, j'avais pas de, au moment où j'ai démissionné, j'avais pas de client, j'avais pas de projet précis, etc. J'ai un peu pris un parachute et j'ai sauté, en fait. Et donc, je suis super contente parce que finalement, ça s'est bien emboîté.
Et j'ai enchaîné, en fait. Un client en a amené un autre, etc., etc. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir un réseau important grâce justement à ces expériences professionnelles. La Oui, plupart de mes clients viennent de mon réseau de chez Caterpillar, Crédit Suisse oui, euh, ou autres. Donc, j'avoue que pour ça, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été recrutée dans ces autres entreprises auparavant. oui. Oui, mais quand même, c'était un défi parce qu'on était en pleine crise sanitaire, donc bravo. C'est clair que j'ai pas eu la validation de ma famille. Ah oui, tu vois. C'est vrai que bah, ma famille, forcément, ils pensent à mon bien-être, à ma sécurité, ils veulent que je sois heureuse, enfin, etc., etc. Puis c'est vrai que c'était plein Covid, récession, crise, taux de chômage qui explose. Et moi, je dis, ah bah tiens, je vais me lancer en tant qu'indépendante. Bah, c'est ça. Mais bon, je suis très Ouais. contente en tout cas. Donc voilà, si vous hésitez, faites-le. Dans tous les cas, on peut pas. Souvent, les gens me disent, ah mais t'as pas peur d'échouer? Et je leur dis, mais dans tous les cas, j'échoue rien parce qu'en fait, toutes les expériences que je fais avec mes clients, j'apprends tellement Ah que bah, de toute c'est clair. Ouais. façon, c'est des compétences que j'acquiers et que je pourrais revendre auprès d'entreprises, je sais pas, dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais donc il n'y a pas Oui, d'échec en fait, à proprement oui. dire. Non, mais je te rejoins totalement. Et du coup, ça me mène assez naturellement à cette question. Pendant cette période-là, est-ce que justement tu as adapté peut-être la manière dont tu prospectais, la manière dont tu délivrais, parce que beaucoup de gens parlaient évidemment du digital. À toi, c'est justement une de tes expertises prioritaires, mais comment est-ce que tu as navigué? Le premier point, en tout cas, que j'ai rencontré avec ma première cliente, c'était, OK, j'ai compris l'importance du digital, j'ai compris qu'il fallait que j'ai un site internet, et j'ai compris qu'il fallait que je m'expose. Et en fait, c'était une indépendante, thérapeute, Oui. et elle avait peur de s'exposer. Ce qui est en fait en soi normal. Moi-même, j'ai traversé ça. En réalité, quand j'ai lancé mon activité, j'ai pas eu de site internet pendant quasiment un an. Oui. Alors que c'est l'une des prestations que je propose, je crée des sites internet, donc c'était assez paradoxal en fait, mais c'est parce que j'avais peur de m'exposer. Et c'est vrai que le Covid a rappelé l'importance du marketing digital, mais aussi a rappelé l'importance qu'en fait, il faut se montrer, il faut être Mhm. visible, il faut travailler son personal branding et on peut pas rester caché. Le bouche à oreille, c'est clair, c'est le meilleur moyen de conversion, mais on peut l'amplifier grâce au marketing digital. Et je pense que c'est là où j'ai dû apprendre à accompagner ces gens à oser s'exposer. Et en fait, je les conseille dans ce processus. Donc, par exemple, un des outils qui est très puissant pour le référencement naturel des sites Internet sur Google, c'est Google My Business. Mais il faut savoir que Google My Business, malheureusement, quand il y a un avis qui est publié, on ne peut pas le supprimer. Sauf s'il est raciste, sauf s'il est Oui. tendancieux, sauf etc., etc. Mais si la personne dit juste, je suis mécontent, je n'ai pas aimé vos services, ça n'a pas fonctionné, concrètement, vous ne pouvez pas le supprimer. Et ça, c'est très important en fait de conseiller les clients, surtout les indépendants, là-dessus, parce que ça peut vraiment les impacter psychologiquement. J'ai des clients qui n'avaient pas été informés de ça par d'autres agences ou prestataires de services et qui ont vraiment mis 2 ans à s'en remettre Ah suite oui, à oui. un seul avis négatif. Mais parce que vu que ça vous touche personnellement, surtout quand on est indépendant, on peut pas se cacher derrière une entreprise ou un logo. C'est juste notre personne. C'est extrêmement frustrant en fait. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est expliquer le marketing digital, mais les avantages et les désavantages, et savoir gérer en fait tous les aspects que cette discipline peut apporter. Donc, ce qui signifie que dans le cas de My Google Business, des fois, tu peux déconseiller en amont à un client Totalement. d'y aller, quoi. Mhm. Donc parfois, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple créer le site internet. Et vu que pour la personne, c'est très difficile de s'exposer, on commence par une landing page, donc par exemple juste un site basique d'une page. Et en fait, on va l'enrichir au fur et à mesure, étape par étape. Donc peut-être 2 mois après, on va créer une autre page. 2 mois après, une autre page, etc., etc. Et on va terminer généralement par la page à propos. Donc parfois, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Et je vais d'abord installer Google Search Console, qui est un autre outil Google qui est aussi très bien pour le référencement naturel et qui permet en fait d'analyser un certain nombre de données. Et Google My Business, ça peut peut-être venir 2, 3 ans plus tard. C'est bien ça, que tu sois cohérente et, comment dire,
que tu les informes en J'essaie de- amont et pas de chercher la visibilité tout de suite à tout prix parce que justement, il y a des revers de médaille et que c'est très chouette, je trouve, que tu les informes parce que par moment, des fois, les gens entendent parler de méthodologie ou autre et puis ils foncent, mais sans Mhm. être conscient en fait de ce que tu décris là. Donc, ouais, c'est super. Et puis, moi, je suis toujours partisane de ce type d'approche parce que finalement, ça peut même être reproché, entre guillemets, si tu... Enfin, tu vois, je trouve vraiment chouette que tu les accompagnes, en fait. C'est vraiment personnalisé, là. Oui, mais en plus, ce qui est bien tombé, c'est que cette première cliente est thérapeute. On a aussi beaucoup parlé du syndrome de l'imposteur, de comment surmonter des traumas d'enfance, de comment aussi se rendre visible, à quelle blessure fondamentale, en fait, ça peut être lié, d'avoir Oui, peur de s'afficher, de s'exposer. Et donc, c'était aussi intéressant de pouvoir partager parce que moi, j'avais oui, un peu l'expertise marketing digital, mais elle avait clairement l'expertise psychologique, en fait. oui, oui, absolument. Et donc, depuis justement le début de ton entreprise et puis aujourd'hui, quels seraient les retours d'expérience du terrain que tu peux nous donner? Quels sont peut-être les projets qui ont évolué depuis lors et les enjeux actuels? Et les succès aussi, d'ailleurs. Ça fait beaucoup d'éléments dans une Ouais, même question. Alors, attends, je vais peut-être commencer par, je veux dire, un aspect que j'ai observé parmi mes clients. Je pense que de plus en plus, les clients veulent être autonomes et indépendants dans la gestion de leur marketing digital pour plusieurs raisons. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir un certain contrôle sur leur image de marque, ce qui est tout à ouais, fait normal, ce qui est bien. Le deuxième aspect, c'est que j'en ai parlé justement avec l'un de mes clients qui est un revendeur de motos. oui, Et en fait, il me dit, bah, moi, je gère deux entreprises, c'est beaucoup de pression parce que là, il y a un gros problème, en fait, d'approvisionnement des matières premières. oui, Donc, voilà, pour lui, c'est très difficile à gérer. Il a aussi toute une équipe à gérer. Et il me dit, bah, en fait, le marketing digital, c'est fun. Enfin, moi, ça me permet de m'évader, ça me permet, de penser à autre chose, c'est créatif. Donc, j'aime bien poster sur Instagram. Et je pense qu'il y a un peu ces deux aspects où les clients veulent un petit peu contrôler aussi leurs réseaux sociaux et leur marketing digital. Aussi, par exemple, par rapport au site Internet, il y a eu beaucoup d'abus de spécialistes qui faisaient payer des prix absolument énormes pour des sites Internet. Et à chaque maintenance ou modification d'un seul élément dans le site Internet, ils facturaient des prix monstrueux. Et je pense que les clients, ils sont fatigués de tout ça, d'être un peu abusés. oui, Et en tout cas, moi, dans mon domaine, j'essaye de les rendre indépendants. Donc, oui, je mets en place, par exemple, des solutions de développement de site Internet qui leur permet par la suite de modifier par eux-mêmes un texte, une image, et je peux les former 1 à 2 heures au préalable pour qu'après, ils puissent être un minimum indépendants. Donc après, ils vont peut-être pas forcément réussir à créer une page entière par eux-mêmes. S'il y a un bug technique, ils vont peut-être pas réussir à le résoudre, mais au moins, voilà, s'ils ont juste ils veulent rajouter une phrase, ils peuvent le faire par eux-mêmes. Ils sont pas dépendants de moi. Pareil pour les réseaux sociaux, donc je fais en sorte de leur mettre en place une stratégie, je leur crée des templates, je mets en place aussi des plans de communication, des messaging qui font qu'après, s'ils veulent réutiliser pour publier par eux-mêmes, en oui, fait, ils sont tout à fait libres et indépendants. Et je pense qu'en tout cas, c'est une très grosse tendance qui voit le jour, où en fait, faut pas travailler en silo de manière indépendante, mais vraiment travailler en collaboration avec le client, le former, l'aider, le rendre indépendant. oui. Tu as vraiment vu une évolution presque un peu sociologique dans Oui. ça. Et, et tu dirais quels sont les enjeux? Parce que beaucoup de monde quand même expérimente déjà un petit peu ouais, les conséquences de la récession socio-économique. Il y a aussi un état d'esprit qui est des fois un peu confus, un peu anxiogène. Comment est-ce que tu gères aussi la relation prospect et client? Quels sont les enjeux par rapport à ça? Ou est-ce que tu n'en as peut-être pas parce que tu arrives suffisamment à te protéger? Alors, je dirais que l'enjeu principal, il est plus lié à la protection du métier de marketing qui n'existe pas en fait. Donc, n'importe qui peut s'inventer marketeur. Oui, Pas vraiment de formation spécifique en marketing digital. Donc, moi, par exemple, j'ai un master en management avec une spécialisation en marketing, mais en soi, j'ai plus appris en 2 ans sur YouTube qu'en 2 ans de master, en fait.
par rapport à mon métier, je dis. Donc, Oui, c'est oui. pas ce master qui a fait de moi quelqu'un de compétent en marketing. Donc, c'est assez difficile, je pense, aussi pour les clients de reconnaître qui sont les imposteurs et qui sont les gens vraiment talentueux dans ce domaine. Et en fait, il n'y a pas de protection de ce métier, donc c'est très compliqué. Heureusement, il y a quand même des associations ou des fondations qui existent pour défendre le métier du marketing digital. Mais selon moi, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'un jour, il faudrait quand même réglementer ce métier. Et je pense peut-être donner ce titre qu'à des personnes qui ont un certain nombre d'années d'expérience ou qui ont au moins passé certaines certifications ou autres. Parce que je pense que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup trop d'imposteurs et franchement, je le vois au quotidien. Des gens qui prétendent être des agences alors qu'en fait, c'est une coquille vide. Il n'y a rien. Ce sont juste un peu des gens qui font ça en parallèle de leur job à 100% et qui vont essayer d'obtenir des mandats qu'ils Oui, vont après délivrer à d'autres indépendants dans le monde, basés en Asie ou aux États-Unis, en Pologne ou autre, pour effectuer le travail. Et en fait, il n'y a rien de suisse, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. ouais, Et ouais, sinon, je le vois au quotidien. ouais, ouais, ouais. Oui, oui, absolument. Donc, ce qui veut dire qu'on doit juger aussi, j'imagine, sur les résultats, hein, Oui. mais en même temps, il faut nuancer ça parce que tu me disais la dernière fois, je crois, une des dernières fois qu'on s'est eu par visio, que voilà, il faut être prudent parce que même quand on met en place quelque chose qui est vraiment efficace du point de vue de la méthode, il faut quand même semer des graines et puis qu'il y ait un cycle de gestation, peut-être des fois d'1 an, 2 ans, pour que vraiment le retour sur investissement soit. Donc, c'est là que je pense qu'il y a une zone un peu grise, en fait, où ces personnes qui disent qu'elles vont faire des miracles du point de vue digital, Mhm. voilà, j'imagine. Mm. Ah, c'est vrai que génération de prospects, dans le domaine du B2C, parfois ça peut prendre 6 mois de conversion. C'est ça, ouais. Ou par exemple dans le B2B, ça peut être de 6 mois à 2 ans. Ben voilà, ouais. C'est vrai que parfois, c'est un peu difficile de juger la qualité du travail. Après, il y a des activités marketing qui permettent, on va dire, un retour sur investissement qui est peut-être plus court. Par exemple, enfin plus court dans le sens, les résultats sont plus rapides à voir dans le domaine des campagnes Google Ads, par exemple. Oui, Si on fait très bien le travail de ciblage, la recherche de mots-clés, qu'on optimise bien chaque campagne et qu'on gère bien le budget, dans ce cas-là, on va pouvoir voir des résultats plus rapidement. oui, Mais généralement, on est sur quand même du multitouche. Donc, il suffit pas juste de voir peut-être une pub sur Google pour consommer cette marque, mais peut-être qu'on l'aura vu sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on l'aura vu aussi, on aura écouté un podcast, on aura vu une vidéo sur YouTube. Donc voilà, en fait, c'est vrai que le marketing digital demande quand même beaucoup de travail. oui. Et en lien avec ça d'ailleurs, parce il y a eu un peu même des débats là-dessus, qu'est-ce que tu penses du nombre de likes, etc. Parce qu'il y a aussi des entreprises maintenant qui font payer des clients en inventant un peu des faux comptes, et ce qui après est repris par l'algorithme, de ce que j'ai compris hein, sur Instagram et sur LinkedIn. Moi-même, j'ai eu des propositions de boîtes, je me dis, oula, ça paraît un peu louche, parce que ils me disaient, vous allez augmenter votre impact. Alors bon, moi, je me suis mise en compte privé parce que j'ai des amis qui se sont fait hacker leur compte sur Instagram, donc je suis un peu plus prudente par rapport à ça. Je bloque aussi évidemment des demandes, tu vois, d'images un peu spéciales sur Instagram où en fait c'est simplement voilà, des comptes qui vont spammer ou qui proposent des choses un peu spéciales, on va dire. Donc, qu'est-ce que tu penses de toute cette euphorie autour des likes, etc. Alors c'est vrai que, par exemple, ce qui se fait beaucoup sur Instagram, c'est d'acheter des followers. Souvent, ils viennent d'Inde, hein, souvent, enfin, c'est Oui, pas une critique, hein, mais voilà, c'est oui, juste vrai. Et ce qui se passe, en tout cas, c'est souvent les influenceurs ou les gens qui veulent devenir influenceurs qui font ça. Et j'ai envie de leur dire que ça ne sert à rien parce qu'en tout cas, les spécialistes en marketing qui travaillent soit en agence, soit au sein de multinationales, on a accès à des outils qui nous permettent d'analyser la qualité d'un profil voilà, Instagram. c'est ça. Et Ouais. en fait, on va voir tout de suite les achats de followers. Donc, ce qui se passe, c'est que normalement, la courbe de progression du nombre de followers d'un profil, elle est
assez linéaire, voire exponentielle, mais de manière générale, elle suit quand même une certaine logique. Tandis que les gens qui achètent des followers, forcément, ça fait des pics. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. déjà, on va le remarquer tout de suite, et si on le remarque, bah forcément, on va déqualifier en fait votre profil Instagram, et on risque, enfin vous risquez de perdre des mandats en fait intéressants en faisant ça. Souvent, les gens pensent que c'est une bonne stratégie, mais c'est peut-être une bonne stratégie à court terme pour des gens qui voilà ne connaissent pas ces outils qui permettent d'analyser la qualité des comptes, mais à long terme, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Et deuxième outil, on va dire, qui est très utilisé sur Instagram et maintenant aussi sur LinkedIn, c'est l'automatisation du community management. Donc, en fait, on va payer des robots ou des gens, par exemple, en Pologne. Oui. Enfin, j'utilise ces pays, mais parce que c'est vrai, j'ai vraiment trouvé Oui. des sociétés qui proposaient ce service et qui vont, en fait, sur une base stratégique de hashtags ciblés, liker des posts qui correspondent à ces hashtags. Ouais. Donc, par exemple, si je définis dans ma stratégie, j'ai eu le cas avec un client, j'aimerais que tu likes tous ceux qui mettent des posts sur hashtag Gin Lovers, par Ouais. exemple. Donc, l'outil va liker en fait tous ces posts, ce qui va permettre de gagner en visibilité. Et souvent, ces gens, en fait, ils vont se dire, ah, mais c'est qui a liké mon post? Et ils vont aller voir le profil. Et souvent, ils vont commencer à devenir followers de ce type de profil. Ça se fait aussi beaucoup sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je recommande pas forcément parce que le problème, c'est que c'est très difficile de contrôler. Donc, imaginons votre stratégie de ciblage, je sais pas moi, c'est de suivre hashtag Genève Oui. parce que vous êtes un entrepreneur local et que vous devez cibler une clientèle très locale. Mais le problème, c'est que le robot, l'algorithme derrière n'est pas capable de comprendre le sarcasme, l'ironie, le racisme et autres. Donc, en fait, peut-être que votre page LinkedIn va liker des posts qui sont misogynes ou déplacés, ou parce que ce sera écrit d'une manière où un humain va le comprendre, mais un robot ne va pas le comprendre. Ah oui. Et donc, ça, c'est dangereux pour votre réputation de marque. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je recommande sur LinkedIn. Par contre, sur Instagram, moi, je l'ai déjà mis en place pour des clients Oui. et j'ai trouvé assez intéressant. Donc, ça marche pas forcément pour tous les comptes. Oui. euh, et ça dépend vraiment de la stratégie de ciblage, du Oui. choix de mots-clés, etc. Mais ça peut marcher. Donc parfois, par exemple, en 2 semaines, vous allez gagner 200 followers. Oui. Oui. D'un point de vue organique, est quasiment impossible à atteindre aujourd'hui avec la mise à jour des algorithmes Instagram. Donc, euh, donc pourquoi pas ça, je trouve qu'en tout cas sur Instagram, ça coûte rien d'essayer. Oui. Moi, généralement, ce que je préconise, c'est un peu une méthodologie dite Lean Startup, donc un peu agile. On teste pendant 1 ou 2 semaines, on regarde le retour sur investissement. Et puis, si on voit que malheureusement, en fait, il n'y a que nos concurrents qui commencent à nous suivre, dans ce cas-là, c'est peut-être pas très Oui, c'est intéressant. ça. C'est ce que j'avais remarqué récemment. En fait, j'avais été un peu regardé quels étaient le type de followers. En fait, c'était quasi que des concurrents. Enfin, après, on peut voir le terme concurrent aussi de manière plus constructive, puisque moi, j'ai souvent travaillé avec des gens qui étaient concurrents, mais on trouvait une alliance. Mais c'est vrai qu'il faut quand même prendre en considération cet aspect-là des choses, puisqu'il y a aussi des fois des concurrents qui vont faire une sorte de veille pour pouvoir s'inspirer du type d'offre ou bien de Mhm, qu'est-ce qui a un impact ou pas. Et il y a toujours dans la communication, c'est ce que je pensais quand je t'écoutais, différents niveaux et différentes méthodes et différents positionnements dans la communication, mhm, que ce soit d'ailleurs en présentiel ou en digital. Et il faut que ça reste, j'imagine, aligné, comme tu dis, avec l'ADN et la stratégie du client, quoi. mhm, Et puis que justement, avec ton retour d'expérience et de compétences, le client sache quelles vont être les conséquences, en fait, pour lui. mhm, Parce que le vouloir à tout prix une notoriété, ce que je citais à Kim hier, moi j'ai connu des gens qui étaient très médiatisés au niveau de la presse, mais personne ne voulait travailler au système avec parce que la manière de délivrer n'était pas, tu vois, mhm. n'était pas adéquate, en tout cas selon les échos que j'avais. D'ailleurs, c'était un peu difficile des fois du coup de fédérer les gens parce qu'en fait, ils bloquaient avec telle ou telle personne. Et ça, c'est clair que digitalement, on ne va pas forcément le remarquer parce qu'on peut être très vite traité de... Enfin, tout ce qui s'écrit aujourd'hui digitalement, on a de la peine à le faire disparaître, comme tu disais tout à l'heure. Donc, voilà. Mais C'est par contre, c'est des choses qu'on communique entre nous. clair. Mhm. Non, clairement. Voilà, quand on se voit.
Alors, donc les enjeux et les succès, est-ce qu'il y a des choses où tu trouves que c'est plus difficile ou c'est plus facile? Quels sont les succès? Tu me citais 6 nouveaux mandats en décembre, donc bravo, hein, c'est un beau cadeau de Noël. C'est vrai que... un Et joli donc cadeau. le référencement, mais aussi, je pense, des gens qui te recommandent, hein, qui sont satisfaits. Non, c'est vrai que je fonctionne beaucoup au bouche à oreille et par recommandation. D'ailleurs, enfin, vous le verrez très vite, hein, sur mon compte Instagram, j'ai peut-être 150 followers. Donc, c'est clairement pas, j'utilise pas les réseaux sociaux comme moyen de conversion. D'ailleurs, vous le verrez certainement aussi sur mes posts LinkedIn. J'ai jamais de call to action, contactez-moi ou achetez mes services. Je crée du contenu informatif pour en fait défendre les métiers du marketing digital, pour mettre en valeur mes clients, mes partenaires, les gens de mon réseau. Mais je suis pas dans une logique de conversion sur les réseaux sociaux. Personnellement, c'est pas mon approche. Après, je le fais pour mes clients. Après, ça C'est dépend ça. vraiment des Ça business, dépend tout de... Oui, la stratégie, enfin, comme tu disais avant, ça dépend vraiment de l'ADN d'une entreprise et autres. Avant de venir sur les succès, je pense en fait à un défi qui m'est venu sur ce que tu disais. Je pense qu'un autre défi auquel je fais face, en plus du fait que les métiers du marketing digital ne sont pas protégés en tant que tels, c'est que souvent, moi, je suis mandatée donc pour une mission spécifique et généralement, je commence quasiment tout le temps, dans la majorité des cas, par une stratégie marketing. Et en fait, ce qui est très problématique, je trouve, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la stratégie marketing découle de la stratégie d'entreprise. Mais si je n'ai pas de stratégie d'entreprise, c'est ça va compliqué. être compliqué de définir une stratégie marketing. Mhm. Donc parfois, j'ai des clients qui me disent, oui, c'est à vous de me dire, de benchmarker, etc. Je suis là, oui. Mais le problème, c'est que si déjà, j'ai pas de vision, j'ai pas de valeur, Oh non, mais c'est tellement vrai ce que pas tu dis. d'objectif d'entreprise, je ne sais pas qui est votre clientèle cible, votre priorité, les produits que vous voulez booster en particulier cette année parce que vous savez que la marge sur ce produit est plus grande qu'un autre produit. Alors, ça va être compliqué de définir une stratégie marketing. Et après, mettre en place des actions marketing sans stratégie marketing, voilà, c'est un peu... Absolument. Alors là, moi, je te rejoins tout à fait. Et dans le corporate, d'ailleurs, je le voyais déjà, même en interne. Alors, il y a ce petit interface, et là, on pourra en discuter, mais toi et moi en aparté, et puis peut-être avec Kim, justement, mais de pouvoir peut-être libérer et accompagner des fois certains prospects dans, surtout maintenant où je trouve que leur cerveau, à certains, peuvent être un petit peu embrumés par plein de défis qu'ils voient au quotidien. Et les réadapter pour peut-être produire un nouveau type de modèle. Tu vois, par exemple, Strategizer, c'est ce qu'ils ont fait, hein, Business Model Generation, où ils réadaptent à chaque fois la chose. Parce qu'on est dans une société tellement volatile que Mhm, ça peut être intéressant peut-être de les accompagner pour faire ressortir un nouveau type de stratégie qui est résiliente. Mais je te rejoins, c'est pas mhm. toi qui va commencer à diriger finalement l'entreprise pour en tirer la stratégie, la moelle épinière en fait, et puis après encore te taper entre guillemets tout le reste qui est ta vraie expertise. Donc il faut que les gens soient, c'est ce que je dis aussi dans la formation ou l'atelier de sensibilisation écosystème et communauté, si vous n'êtes pas au clair avec votre business plan et votre business model, c'est quand même compliqué après de savoir quel va être effectivement quels vont être vos objectifs pour développer votre communauté. En présentiel, c'est le même principe. Mhm. Donc, Non, on peut brainstormer ensemble, oui, mais il y a quand même un travail de fond qui doit être fait en amont, quoi. Et après, on va itérer, mais bon, on n'est pas là on n'est pas le médecin à tous les niveaux non plus, quoi. c'est ça. C'est ça. Oui, Donc, c'est vrai que moi, je mets pas mal les limites parce que c'est vrai que parfois les gens voient que j'ai un master en management, que j'ai travaillé dans des c'est multinationales. ça, oui. Ils disent, ah, elle, c'est une spécialiste en management, elle va faire du management, elle va gérer mon entreprise. Non. Donc, et même justement le D du design thinking, qui est une méthodologie qu'on peut utiliser pour vraiment beaucoup de cas d'entreprise. Moi, je dis vraiment, j'utilise uniquement dans le cadre du marketing. Si vous voulez le faire pour du management, je vous présente volontiers des experts et spécialistes autour de moi. Mais par contre, moi, je m'en occupe pas. Je n'ai pas envie de faire du management. Alors, c'est là où me mène très naturellement aussi à cette question du why. Étant donné que tu avais fait justement donc ton master en management et puis après le marketing digital et le design thinking, les formations, et puis certainement plein d'autres formations en cours
de parcours, en cours d'emploi ou en cours d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette niche-là et pas que tu es resté dans quelque chose de plus généraliste comme le management? Euh, alors, peut-être que je vais commencer par mon enfance. C'est vrai que Ouais, ça va remonter loin, mais dans le sens où, quand j'étais petite, en fait, il y avait vraiment trois disciplines à l'école que j'adorais. C'était l'art. oui, En deuxième, je rêvais d'être polyglotte. Donc, déjà petite, en fait, quand je prenais mon petit déjeuner, j'apprenais chaque mot dans les trois langues sur les packaging de la Migros. Donc, si je mangeais de la confiture, j'apprenais marmelade, confiture et confettura. Et j'apprenais à chaque fois dans toutes les langues. Donc, déjà, j'avais cette passion pour la communication, les langues. La troisième discipline que j'ai toujours adorée, en fait, ce sont les maths. Alors, et voilà, c'est fou, hein? Ça, c'est vraiment deux pôles très différents. C'est génial, hein? C'est incroyable. Ouais. Alors après, me demandez pas pourquoi, mais vraiment tous les lundis, quand je rentrais de l'école, la première chose que je faisais avant même de prendre mon goûter, c'était faire mes devoirs de maths. J'adorais ça. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, on vit dans une société qui cherche à nous mettre dans une Dans des case. cases. Si on aime les maths, ils vont nous dire, ah, bah, il faut faire une voie scientifique. Si on aime l'art, ils vont nous dire, ah, bah, il faut être artiste. Et si on a de la facilité en langue, ils vont dire, ah, bah, il faut faire lettres. Donc, c'était un peu la Absolument. Ouais. problématique à laquelle j'ai fait face, en tout cas. Et moi, je voulais pas m'enfermer dans une case. Ouais. Parce qu'en fait, je suis malheureuse dans une case, dans le sens, oui, j'adore les maths, mais je pourrais pas faire que des maths toute la vie. J'aurais pas pu faire faculté de maths. Non. J'ai tout le Ouais. respect pour cette discipline, non, mais c'est Ouais. moi, à titre personnel, j'aurais pas pu faire ça, que ça. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai rencontré cette amie de ma sœur à l'âge de 17 ans qui m'a parlé de son métier en marketing, d'ailleurs, salutations à Nicole, merci encore. Ouais. Euh, je me suis rendu compte que le marketing pouvait être une discipline qui réunissait ces trois dimensions en fait qui me passionnaient déjà. Donc il y a la partie analytique dans le marketing qui prend de plus en plus d'ampleur avec le marketing digital. La partie, on va dire, plus créative, Mhm. qui est forcément très présente au travers de la création de visuels, les logos, l'image de marque, la charte graphique et autres. Et la communication qui soit est intégré au marketing, soit les entreprises créent deux équipes différentes, une marketing, une communication. Mais dans tous les cas, ce sont deux équipes qui vont devoir travailler et collaborer ensemble. Donc, on ne peut pas séparer le marketing de la communication, vraiment. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu faire du marketing. Et après, je me suis spécialisée en marketing digital parce que je trouve que il y a beaucoup plus de données en marketing digital, Mhm. marketing traditionnel. Et je trouve qu'aussi, il y a beaucoup plus de communication. En fait, toute la Ouais. contenu nécessaire en marketing digital, personnellement, je la trouve extrêmement enrichissante. On peut passer de la rédaction d'un article de blog, au lancement d'un nouvel épisode de podcast, à la création d'un carrousel sur LinkedIn ou la production d'une mini vidéo sur Instagram. Donc, je trouve que c'est hyper enrichissant et varié. Ouais. Et pour répondre à ta question du why, alors personnellement, j'ai fait l'exercice de l'ikigai. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, bien sûr. Le truc japonais, là, c'est Oui. le... Ouais, Donc, ouais. tu l'avais fait toi-même pour... Je l'ai fait de façon un peu organique. Je l'ai pas fait de façon formelle, on va dire. Ouais. Mm. Ok. Parce que du coup, personnellement, j'ai vraiment eu une révélation en lisant ce livre. Et puis, j'avais fait tous les exercices. Et puis, j'avais justement passé par toutes les étapes de l'ikigai. Donc, pour Ouais. ceux qui ne connaissent pas, c'est une... Alors, les Japonais vont se moquer de nous. Parce que j'ai parlé Oui. avec un Japonais qui me dit, ouais, franchement, vous l'avez complètement européanisé, ce concept. Parce que normalement, ikigai, tu peux le dire en buvant une bière. Ouais, ouais. Voilà. Mais en fait, il y a un livre qui a été Qui a été édité. écrit, oui, bien sûr. Et l'idée, c'est qu'en fait, on peut définir son ikigai en répondant à quatre questions principales. Donc, la première, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Oui, La deuxième, de quoi le monde a besoin? oui. Donc, si le monde, ça vous paraît trop vaste, vous pouvez déjà commencer par votre entourage. De quelle manière je peux être rémunérée? Et donc là, Oui, c'est intéressant de penser rémunération et non salaire, parce que ce oui, sont deux choses différentes. Et la dernière dimension, c'est quelles sont mes forces? oui. À ne pas confondre avec ce qu'on aime faire. Parce que parfois, moi, par exemple, j'ai étudié la comptabilité, j'ai travaillé 2 ans en tant qu'assistante comptable. Alors oui, j'ai des notions assez bonnes de comptabilité, mais je déteste ça. Donc voilà, c'est Oui, une oui. force, mais c'est pas ce que j'aime. Oui, oui. Oui, oui. Euh, Absolument. Non, mais c'est bien de bien faire la différence. Alors après, quand c'est une force et qu'on aime, ça c'est génial parce qu'on a un petit peu le duo gagnant. Mais c'est oui, limite, oui, oui. voilà. Donc Et ton why, c'est... alors le why, du coup, en fait, c'est pas le marketing digital, parce que le marketing digital, c'est le métier qui Oui, permet c'est ça.
atteindre son why. Tout Et à donc, fait. je pense mon why, mon rôle, c'est de valoriser les gens, mettre en valeur les gens, mettre en scène leur histoire. C'est un peu comme si, en fait, mes clients sont des diamants bruts et que je vais essayer de les polir, de les sertir pour les mettre en valeur, en fait, pour qu'ils gagnent en Voilà, valeur et qu'ils c'est ça. puissent en fait, aussi vendre leurs services plus cher, en fait, que si, en fait, il restait un diamant brut. Et généralement, c'est ce qu'on observe beaucoup en marketing. Qu'est-ce qui fait qu'on va payer ses pâtes plus cher plutôt que d'autres, alors qu'en réalité, c'est du blé, de la farine, enfin, en soi, c'est les mêmes ingrédients. J'ai Oui. jamais fait de pâtes maison, donc je pense que mes ingrédients sont très faux, mais Non, mais bon. c'est ça. Tu aimes créer et forger les crins. C'est ça qui te drive le matin, qui fait que tu te dis le matin, ben, tu te lèves, tu as du sens dans ce que tu fais, quoi. Et c'est vrai que moi, je vais toujours demander à mes clients, voilà, là, j'ai lancé cette newsletter, donc là, c'était le cas d'un client dernièrement. J'ai lancé une newsletter, je vois que le taux d'ouverture, il est extrêmement élevé, le taux de clic est record. Alors, c'est bien, mais concrètement, est-ce que mon client a réellement eu des clients? Parce que c'est Ah bah ça, en fait. oui. Après, il y a la conversion quand même, hein. C'est pas juste les KPI digitaux ou un peu Théorique, quoi. la théorique où moi je vois que mon travail a été bien fait, c'est merveilleux. Non, derrière, c'est est-ce que vraiment mon client, du coup, il a pu valoriser son savoir-faire, obtenir de nouveaux clients et générer de nouveaux revenus. Bah, c'est ça, exactement. Il faut qu'il y ait aussi ce retour sur investissement. Et là, on revient à cet aspect des maths qui te plaisait, mais avec une incidence pratique, quoi, et concrète. Merci beaucoup, c'est passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont, ou de gens qui vont visionner le vlog, qui vont s'inspirer de ce que tu viens de dire avec l'ikigai. Ils Bah, peuvent, avec ce prisme-là, revisiter peut-être leur why aussi. j'ai rédigé un article LinkedIn à ce sujet, donc je pourrais peut-être le partager si ça les intéresse. Et Avec puis, grand en fait, plaisir. je mets les références des livres aussi, donc peut-être que ça pourra vous intéresser. C'est un livre, par contre, qu'il faut pas lire au bord de la plage en une semaine, hein. Je pense que c'est un livre qui se lit en parallèle d'un autre livre et qui prend plusieurs mois, parce qu'en fait, il y a des exercices à chaque chapitre, C'est et je ça. trouve que plus que juste l'ikigai, c'est les exercices qui sont vraiment intéressants. Oui, bien sûr. Ouais. Et comment est-ce que tu as géré durant la crise et puis maintenant où c'est peut-être un peu plus light, mais l'idée du télétravail? Bon, moi, je suis complètement fan du télétravail. En fait, quand j'étais employée, j'ai jamais eu le droit de faire du télétravail. Donc, c'est quelque chose que je connaissais pas et forcément, vu que je ne le connaissais pas, ça ne m'a pas manqué. Mais aujourd'hui que je suis à mon compte, franchement, je renais parce que j'ai beaucoup plus de temps pour faire plus de sport, pour manger à la maison, donc des plats sains, Oui, équilibrés. J'ai aussi plus de temps pour faire de la méditation parce que oui, malheureusement, quand on est en entreprise, c'est assez mal vu en fait de passer 15 minutes à faire une méditation en plein milieu d'après-midi. Pour moi, j'ai un meilleur équilibre en fait vie professionnelle et vie privée. oui, Je pense aussi que j'ai un métier où j'ai la chance de pouvoir être nomade digital. oui, Quelque chose aussi que je mets en pratique. Donc, je suis complètement transparente avec ça, avec mes clients. oui, Donc, quand je ne suis pas en Suisse, je les informe au préalable et je leur laisse toujours la possibilité, en fait, de prendre rendez-vous avec moi en ligne pour des vidéoconférences, même si je suis à l'étranger. Par contre, je leur dis, si vous préférez en présentiel, bah, je suis de retour à ce moment-là et puis volontiers pour aller boire un café, faire un lunch ou autre. bien sûr. Après, je pense que c'est quand même important de connaître aussi les dangers du télétravail Oui, et les de trouver risques. des alternatives en fait à ce télétravail. Donc, personnellement, j'ai vraiment un espace de travail dédié à mon activité. Donc, j'ai pas un bureau dans ma chambre, je fais pas ça sur la table à manger. Donc, psychologiquement, c'est important en fait de segmenter ces différentes activités. Je fais beaucoup de télétravail, mais avec des anciens collègues en fait. Oui. Dédicace à mes anciens collègues de Caterpillar. Part en moyenne 2 semaines par an, en fait. On loue un chalet, euh, Oui, généralement en France voisine, donc pas très loin. Et en fait, on passe une semaine tous ensemble à télétravailler. En fait, l'avantage de ce type de semaine, en fait, c'est qu'on se retrouve le soir, on fait beaucoup de jeux, on fait aussi des activités le week-end tous ensemble. Et en fait, ça nous permet déjà de lutter contre la solitude, parce qu'on n'a pas tous la chance, en fait, de vivre en couple ou avec des enfants ou en famille ou autre. Donc déjà,
pour certains jeunes de mon âge, c'est vraiment une nécessité. Ouais, Ça permet aussi de booster la créativité, parce que le fait d'être à la montagne, de changer d'air, c'est ça. de passer du temps avec des gens qui ont un tout autre métier que soi, c'est aussi extrêmement enrichissant. Et sinon, autre chose que je fais beaucoup, c'est parfois je télétravaille dans des cafés avec des amis à moi qui eux Oui, aussi peuvent télétravailler. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on échange beaucoup. J'ai par exemple des amis qui travaillent en agence, d'autres qui sont spécialistes en communication dans des entreprises. Et en fait, on échange beaucoup de bonnes pratiques. Et sinon, bah, j'ai aussi la chance d'avoir quand même beaucoup de rendez-vous clients. Donc, soit je vais faire des lunchs avec eux, soit des cafés. oui. Et ça, c'est aussi très enrichissant d'avoir cet échange. Ah bah c'est clair. Oh, c'est une très bonne idée là, ce dont tu parles, de trouver un groupe, ça peut être des anciens collègues ou bien des partenaires. Oui, oui, non, c'est super. Et toujours dans l'idée du parcours itératif, moi j'aime beaucoup poser cette question. Quand tu as eu des épreuves ou des difficultés, des contraintes ou quand tu en vis, quelles sont les ressources vers lesquelles tu vas te tourner en termes de résilience, de créativité? Est-ce que tu as des conseils ou des suggestions à nous transmettre? Alors, je pense que quelque chose que j'ai beaucoup appris avec ma thérapeute qui m'a suivi en fait dans le lancement de mon activité, c'est notamment la communication non violente. J'aurais aimé connaître cet outil à l'époque parce que ça m'aurait beaucoup aidé. Je me souviens que par exemple, une fois lors d'un entretien, la personne qui me faisait passer l'entretien, qui était aussi le CEO de l'entreprise, m'a dit mot pour mot, vous n'êtes qu'une femme, vous ne comprendrez jamais rien à notre industrie. Et c'est extrêmement violent, en fait, Wow. de se retrouver dans cette situation. Et si j'avais connu la communication non violente à ce moment-là, je pense que j'aurais peut-être mieux su gérer la situation. Et en fait, enfin, en soi, j'ai pas mal réagi, hein, mais en fait, j'ai réagi d'une manière très HEC. C'est-à-dire qu'en HEC, en fait, on est beaucoup formé à passer des entretiens. Oui, Et en fait, moi, je me suis dit, ah, c'est un test un peu à la British. Par exemple, il y a des questions très anglaises qui disent avez-vous déjà songé à tuer votre mère en plein entretien? Et en ouais. fait, ils veulent tester notre réaction, savoir si on va garder son calme, etc. Et donc, moi, je pensais que c'était une question test. Et j'ai donc répondu de manière très pragmatique en démontrant par A plus B en quoi j'étais compétente pour le poste. Et en fait, j'ai eu le poste, je l'ai accepté. Et ça a été l'une de mes pires expériences professionnelles parce que en fait, j'ai été victime de mobbing là-bas. Et je pense que si j'avais fait la communication non violente, j'aurais abordé l'entretien autrement et je n'aurais pas accepté ce poste. Ouais, Parce c'est ça. que je pense aussi c'est important de définir ses valeurs et de ne pas écouter son ego. Donc moi, forcément, j'avais écouté mon ego. Dans ma tête, je me suis un peu dit, ah, j'ai gagné la bataille, j'ai eu le poste, etc. Et en fait, malheureusement, c'est mon ego qui a parlé. Et du coup, j'ai accepté ce poste, alors que j'aurais peut-être pas dû. Alors finalement, j'ai énormément appris hein, durant ce poste, j'ai pas de regrets. Mais dans le Non, non. sens où, c'est vrai que si j'avais un conseil à donner à des jeunes, je leur dirais, n'écoutez pas votre ego, faites attention quand c'est votre ego qui parle et osez dire non à une offre d'emploi si celle-ci ne correspond pas à vos valeurs et si vous n'avez pas été respecté pendant l'entretien. Et quel est le lien avec la CNV, enfin la communication non violente, Bah, pour par qu'ils exemple, comprennent? justement, ma thérapeute m'avait dit, ah, bah, en fait, à ce moment-là, tu aurais dû dire, ah, mais pourquoi me posez-vous cette question? Pourquoi pensez-vous que je suis incompétente? Pourquoi pensez-vous que mon genre définit en fait mon niveau de compétence, etc. Ah oui, c'est Ça intéressant. l'aurait mis dans une situation où ils se sont sentis un peu bêtes, en fait. Ouais. Tandis que en fait, j'ai répondu un peu par l'attaque, en fait, par opposition à ce qui... Argumentation, et puis tu as justifié quelque part le En contraire. fait, Oui, je je me vois. suis un peu victimisée, je me suis défendue, et Oui, en fait, on n'était pas dans une bonne dynamique. oui. Donc, c'est un peu un des points que... Et sinon, je dirais aussi autre chose que j'ai appris, c'est la bulle. Donc ça, c'est hyper Mm. intéressant. Je sais pas si tu connais Non. la technique de la bulle. C'est une technique thérapeutique qui est très connue en fait et qui permet de se protéger en fait en cas d'attaque extérieure, d'agression, etc. Et en fait, c'est très très puissant comme outil. Et je pense aussi qu'elle devrait être plus enseignée, communiquée, Oui. parce qu'elle permet de mieux gérer ses émotions, en fait, et de ne pas Tu forcer. actives une sorte de méditation dynamique ou bien comment?
C'est ça, en fait, il y a des techniques qui permettent de créer sa bulle. Donc, généralement, moi, par exemple, j'utilise l'hypnose. Et en fait, l'idée, c'est que cette bulle, c'est comme une bulle de savon à l'intérieur. Donc, je peux l'agrandir et accueillir des gens avec moi. Mais elle est en titane de l'extérieur. Donc, rien ne peut m'atteindre, en fait. Ce qui Ah va oui, aussi un peu forger sa confiance en soi et puis oser aller de l'avant, oser se vendre, oser, etc., etc. Enfin, généralement, on peut lui faire une couleur, je connais quelqu'un, par exemple, aussi qui l'a dessiné parce qu'elle est passionnée de dessin, donc elle s'est dessinée, elle, avec sa bulle. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut enseigner aux enfants. Donc, par exemple, si vous avez des enfants hypersensibles, qui ont parfois des troubles de l'attention ou autres, c'est quelque chose qui marche très bien, en fait, de leur dire, bah voilà, mets-toi dans ta bulle, crée ta bulle, de quelle couleur est ta bulle, c'est quelle bien. odeur elle a, etc., etc. Et ça va l'aider, en fait, à se protéger des autres, du bruit, de la déconcentration, Ouais. etc. Oui, c'est une forme d'ancrage, mais qui est plus enveloppant quelque part. Et puis une bulle, tu peux l'imaginer transparente, mais qui est en titane transparente, guillemets, hein, j'invente, mais Mhm. qui roule en même temps, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle est pas nécessairement Fixe, ouais. stuck, enfin, comment on dit en français, Bloqué. bloquée quelque part, mais elle peut quand même. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, j'arrive assez à bien visualiser quelque chose là. Ok, bah écoute, super. Alors, du coup, ça, c'est des outils très pratiques que tu nous donnes, que tu nous Je le partages. Donc, partage. ça peut être J'ai eu la très chance en utile. fait enfin, de les apprendre, donc du coup, c'est vrai que si je peux les partager, enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'aurais aimé aussi les connaître avant, en fait. Bah oui. Et les, et la créativité, parce que nous parlais aussi de l'art tout à l'heure. Est-ce que tu, est-ce que tu dessines? Est-ce que tu crées? Alors avant, je faisais beaucoup de peinture, donc Oui. d'aquarelle, encre de Chine. Ah oui, je te vois Et, bien. et en fait, j'ai grandi avec un beau-père marocain, donc je fais aussi beaucoup d'aînés. Ah, Le problème, c'est que l'aîné en été, après, je bronze et j'ai les marques de l'aîné quand elle oui, part. oui, oui, bien sûr. Oh, c'est joli aussi. C'est vrai que j'aime bien. Et, euh, et un moyen pour moi de, on va dire, booster ma créativité, je dirais qu'il y en a deux. Déjà au travers des autres. Oui. Je partage beaucoup, j'interroge beaucoup les gens autour de moi, je mène beaucoup d'interviews et ça m'enrichit énormément. Je lis beaucoup aussi, enfin du moins j'essaye de m'autoriser à lire plus. Oui. C'est difficile de dédier du temps à la lecture, mais en tout cas moi ça m'enrichit beaucoup. Et j'essaye de sortir de ma zone de confort. Donc j'ai des objectifs en fait minimum une fois par an. Je dois sortir de ma zone de confort. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a eu une année où j'ai fait de l'ULM, Qui est donc le planeur, le le planeur. planeur. Oui. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me faisait peur. Je suis pas très à l'aise dans les airs. C'est pas mes activités de prédilection. Mais en fait, voilà, le fait de le faire, de sortir de sa zone de confort, d'oser faire quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, sur lequel on n'a pas Oui. du tout de contrôle. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Là, cette année, je participe à une conférence à l'Université de Lausanne. Donc, je vais parler devant plus de 500 personnes, Waouh! que je n'aime pas du tout faire. Mais voilà, de nouveau, c'est l'idée de sortir de sa zone de Oui. confort, faire quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, où on ne contrôle pas tout non Oui. plus. Oui. Et donc voilà, je peux que recommander aussi aux gens en fait de sortir régulièrement de leur zone de confort. Oui, ça va très très bien se passer, hein. Moi, j'en suis sûre. Ce que je disais aussi à Kim, les deux, vous avez vraiment un don pour presque pédagogique, et puis on a envie de vous écouter, tu vois. Donc, ça va hyper bien se passer. Et j'ai d'ailleurs conseillé à Kim, mais comme à toi, si vous avez des occasions justement comme là, à HEC, de parler devant un public, une audience, Mhm. c'est fantastique parce que c'est en fait en faisant rayonner aussi les dons que vous avez, le travail pour y parvenir, évidemment aussi, ou pour consolider un talent, que, il y a d'autres dons qui vont être libérés chez les gens. Donc, c'est Mhm. bien de sortir de sa zone de confort. Euh, alors, là, tu nous as justement très généreusement transmis des tuyaux, des idées, des suggestions. Est-ce que nous, à notre tour, qui te regardons, qui visionnons ton interview, on peut être utile d'une manière ou d'une autre par des contacts ou voilà, comment est-ce qu'on peut t'aider toi aussi? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai lancé un podcast Digitellers. Donc, l'idée de ce podcast, c'est que, vous l'aurez compris, en fait, dans Digitellers, il y a le verbe tell, donc Oui, dire, raconter. Et en fait, c'est une plateforme que j'utilise pour donner la parole
aux gens de mon réseau, à mes clients, à mes partenaires, pour partager leur expertise, leur expérience en lien avec le marketing digital. Donc, si vous avez une expertise à partager dans ce domaine, contactez-moi volontiers pour que je puisse organiser une interview. D'ailleurs, on l'a fait avec toi, Ouais, Muriel. c'était super. Ah, ouais, j'ai trop aimé, moi. Je suis partante pour 2024 pour après redonner. Enfin, on l'a fait en 2022, donc ça peut être aussi. Mais vraiment, j'ai trouvé ça génial. Bah, chaque interview, de toute façon, je trouvais l'occasion aussi de se débriefer. On en parlait hier avec Kim. On fait une sorte d'état des lieux, quoi. Mhm. Donc, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous visionnent de te contacter pour pour ce podcast. En plus, tu le fais de manière extrêmement pro. On n'est pas lâché comme ça dans la nature. Et il y a toute une approche aussi, marketing et com, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est hyper bien fait. Merci. Est-ce qu'on arrive au terme de cette entrevue? Est-ce qu'il y avait encore une question ou une thématique que tu aurais voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas fait pour conclure? Écoute, non, je crois qu'on a fait quand même le tour. Là, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, je crois. Oui. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un mot de conclusion, un message, un dernier message que tu veux nous partager? Peut-être juste un mot de la fin. Le marketing digital permet d'amplifier le bouche à oreille. Donc, Oui. mon but, c'est pas de remplacer ou d'éliminer le bouche à oreille, c'est juste de vous aider en fait à amplifier cet effet. Et vraiment, je l'ai vu avec des clients qui m'ont dit, ah bah voilà, grâce au site internet qu'on a fait ensemble, j'ai eu de nouveaux clients. Grâce à cette newsletter qu'on a mis en place, on a pu générer tant de leads en X temps, etc., etc. Oui. Donc, il y a un réel impact. Comme je disais avant, hein, il faut compter minimum 6 mois hein, pour voir l'impact hein, au bout d'un moment du marketing digital. Donc, si vous avez des doutes sur votre avenir, notamment dans 6 mois, vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de clients ou dans 1 an ou dans 2 ans, dans ce cas-là, le marketing digital peut vous aider. Et puis, je suis volontiers à disposition si vous souhaitez en discuter, soit en vidéoconférence ou soit autour d'un café. Super, merci beaucoup. C'était extrêmement qualitatif. On a appris plein de choses. Et J'espère. je te remercie pour ta disponibilité, ton professionnalisme, comme je le dis souvent sur les petits posts. Et je me réjouis qu'on se revoie en présentiel déjà je crois, le 31 mars, où tu viens nous rejoindre à Lausanne pour l'attractivité de la Suisse. Merci, ma belle. À bientôt. Ciao, ciao.